Alors, je commencerai peut-être par dire deux mots sur les processus coloniaux en Afrique. La colonisation, c'est une course aux terres et aux ressources naturelles. Les puissances coloniales avaient besoin d'accéder à de nouvelles ressources naturelles, à de nouvelles terres, notamment pour alimenter leurs industries qui avaient besoin donc de se développer. L'Afrique a connu plusieurs intervenants coloniaux. Vous avez la France, vous avez la Belgique, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal. Donc toutes ces puissances se sont ruées sur le continent pour pouvoir le coloniser. Vous avez ce qu'on appelle les colonisations d'exploitation. On occupe un territoire en vue de l'exploiter seulement. Et vous avez les colonies de peuplement. On occupe un territoire et on trouve que les conditions sont suffisamment bonnes, proches de la métropole, et on peut s'y installer. Ce que cela a changé, c'est d'abord l'introduction d'un système de dualisme juridique. C'est-à-dire que on a plaqué un système externe à un système préexistant. Ce dualisme comportait notamment, comme très essentiel, l'affirmation du monopole foncier de l'État. Les terres appartiennent à l'État. Tout en ayant une sorte de tolérance par rapport aux droits fonciers locaux. Mais avec en arrière-plan l'idée que on va introduire la propriété et progressivement les systèmes coutumiers vont disparaître. Donc, il faut les tolérer, le temps fera son œuvre. On sait bien que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors, en termes d'exemple, la colonisation française. La colonisation française a été dans beaucoup de cas des colonisations d'exploitation, sauf bien sûr dans quelques cas comme l'Algérie, etc. Et on a, dans ces colonisations d'exploitation, on a permis le maintien des systèmes d'exploitation de type familial. Ce sont de petites exploitations, ce sont les populations qui produisaient et s'étaient rachetées par des compagnies coloniales et exportées. Mais en même temps, il y avait la promotion des cultures de rente, comme le coton, le cacao, etc. Alors, ces promotions de cultures de rente étaient accompagnées de la nécessité d'investir dans de l'engrais, etc. Et parfois des systèmes de crédit. Et ceci a provoqué des changements également dans la perception du rapport de l'homme à la terre. C'est-à-dire qu'il fallait plus de liens soutenus de l'exploitant par rapport à sa terre. Donc, il fallait qu'il soit un peu plus propriétaire, entre guillemets, de sa terre parce qu'il investissait, parce qu'il avait un crédit à rembourser, etc. Donc, c'est un changement majeur que ce système a apporté. Pendant que dans les cultures de rente, de subsistance, pardon, le système traditionnel de l'exploitation familiale a continué sans aucun souci. Alors, si je prends l'exemple de la colonisation britannique, elle s'est manifestée surtout à travers des systèmes de création de grandes exploitations. Exploitation, par exemple, de thé au Kenya, la création des grands parcs et réserves pour le tourisme, etc. Donc, ceci a eu comme conséquence des expropriations massives des communautés. Les communautés locales d'agriculteurs, mais aussi et surtout les communautés locales de pasteurs. Les grandes réserves, les grands parcs touristiques ont chassé les Maasai des populations entières de leur terre. Moi, je dirais que il faut d'abord
insister sur la triple dimension du phénomène colonial. La colonisation, c'est d'abord une conquête militaire de territoire, accompagnée de ce qu'on a appelé la pacification des territoires en cas de résistance ou de révolte. Premier aspect. La colonisation, c'est aussi la soumission de populations. On conquiert les territoires, mais on veut soumettre des populations à travers plusieurs systèmes d'administration. Par exemple, l'impôt de capitation imposé permettait aussi de montrer qu'il y a un nouveau maître auquel il faut obéir, il faut lui payer l'impôt, ou encore les systèmes de ce qu'on appelait les politiques d'assimilation permettaient aussi de soumettre la population en leur faisant adopter une nouvelle culture. Et le troisième aspect de la colonisation, c'est que la colonisation, c'est l'exploitation de ressources. Ressources humaines, mais aussi ressources naturelles. Ressources humaines, notamment à travers le travail forcé, les recrutements forcés. Et ressources naturelles, bien sûr, à travers l'acquisition des terres agricoles. Et selon les colonies, par exemple, si vous regardez le système de la colonisation belge, c'est surtout le bois et les mines. Je vois l'impact à travers un certain nombre de choses. La conquête militaire aboutit à l'annexion de territoires nouveaux à la métropole, et c'est ça qui a amené à la création de ce qu'on a appelé l'empire colonial, annexion de nouveaux territoires, et ceci s'est accompagné souvent par la création, par la signature de traités avec les chefs qui ont été vaincus. Un deuxième aspect, c'est l'installation des administrations foncières, chargées de gouverner donc les ressources foncières. Cela veut dire que ces administrations foncières, représentant l'État, vont se substituer aux anciennes institutions de gestion foncière qui préexistaient. Donc, dualisme, j'ai parlé un peu avant de dualisme juridique, maintenant je vous parlerai de dualisme institutionnel en matière foncière. Et enfin, ce que le système a apporté comme changement, c'est ce que j'appelle la création de la propriété privée. C'est l'État qui décide que, voilà, dans ces territoires, il n'y a pas de propriété privée. Eh bien, moi, je vais créer la propriété privée. Et j'organise la procédure par laquelle la propriété privée va exister. Ça, c'est le système de l'immatriculation. Donc, toute terre non immatriculée est considérée comme relevant donc du domaine de l'État. On va intégrer les terres des colonies au domaine de l'État colonial, à travers toujours ce système, ce fameux système que vous allez très bien connaître, le système de l'immatriculation foncière. Alors, l'immatriculation foncière, c'est en fait un système d'individualisation physique et d'individualisation juridique de la terre. Individualisation physique à travers le fait que la terre va être délimitée et bornée physiquement. Et individualisation juridique à travers le fait que la terre va être représentée par un numéro unique. C'est pour ça qu'on l'appelle l'immatriculation. Et enregistrée dans des livres fonciers, des registres fonciers.
l'immatriculation a un caractère irréversible et définitif. Irréversible, ça veut dire que on ne peut pas, une fois qu'on a immatriculé, revenir en arrière pour changer le statut de la terre. Et définitif, parce qu'une fois qu'on l'a immatriculé, on ne peut plus contester le droit. On est propriétaire, c'est fini. Même s'il y a, je ne sais pas moi, eu des erreurs, des manipulations, non, c'est fini, c'est définitif, caractère définitif. Et ce système permet alors de sortir de la terre définitivement de son caractère lignagé, collectif, sacré, pour le transformer en bien marchand. Donc la terre est désormais un bien marchand. Et il faut comprendre aussi que les droits fonciers coutumiers ont été combattus par l'administration coloniale pour plusieurs raisons. On dit ce sont des droits peu fiables parce qu'ils sont oraux, ils sont variables. Si on passe d'un village à un autre, peut-être que le droit va varier, et ils ne sont pas aliénables. Théoriquement, on ne peut pas vendre. Donc tout ça, c'était en quelque sorte des cartons rouges contre l'acceptation de tout système de type coutumier. On a aussi dévalorisé la flexibilité de la circulation foncière à l'intérieur des lignages, à l'intérieur de la société, en considérant que non, les dons de terre, les prêts de terre, tout ça était des systèmes incertains, et pourtant c'est ça qui a permis que la terre puisse être accédée par toutes sortes de personnes, y compris des personnes en situation de vulnérabilité, comme les populations migrantes qui arrivaient, comme les pasteurs qui arrivaient, etc. Donc, tout cela a été dévalorisé en considérant que non, là où il faut aller, c'est la propriété privée napoléonienne. Et bien sûr, on a nié le caractère collectif des tenues foncières coutumières. À tel point que lorsqu'on devait délivrer le titre foncier, ou même dans les systèmes nouveaux de ce qu'on a appelé la certification foncière, c'est-à-dire des nouveaux systèmes plus simples, flexibles, eh bien, on donnait le titre, on délivrait le titre au nom du chef de famille. Ça veut dire que de manière imperceptible, on sort le bien de son caractère lignagé et familial, et ça devient le bien du chef de famille et de sa descendance contre les autres membres de la famille. Donc voilà comment, par exemple, le système mis en place, marchand, a déstructuré aussi la manière dont les terres pouvaient être circulées.